Bonjour, bonsoir. Je sais, comme on est la dernière table ronde, on peut peut-être dire bonsoir. Merci de rester jusqu'au bout. Ça va valoir le coup. Donc, on vient de m'offrir une superbe casquette. Merci Luce, qui fait passer un message du cinéma d'animation auquel on tient. Donc, Not for Kids. Et en tous les cas, pour le film dont vous venez de voir la bande-annonce, c'est le cas. Donc, j'en profite pour vous dire que La mort n'existe pas sort aujourd'hui même. Donc c'est un beau symbole et que vous le savez, l'importance d'aller voir le film dès la première semaine et l'importance du bouche à oreille. Donc normalement, vous devriez tous aller voir le film d'ici mercredi prochain. Et en tous les cas, j'en profite donc pour vous dire que l'AFCA accompagne les films d'animation, notamment ados-adultes, et que La mort n'existe pas est accompagné effectivement par l'AFCA. C'est typiquement le genre de film sur lequel on va travailler. Et on a proposé dans notre newsletter une parole d'un cinéaste d'animation qui regarde un autre cinéaste d'animation, donc Benoît Chieux, et une parole d'un penseur qui est Alain Damasio sur la portée politique du film. Donc je vous invite à regarder notre newsletter. Donc en introduction, donc je voulais vous rappeler qu'à travers son label l'AFCA s'anime pour un dispositif de soutien aux œuvres ados-adultes pensées pour les salles de cinéma, on en parlera, mais aussi la fête du cinéma d'animation, où nous essayons de donc, programmer le cinéma d'animation pour le plus grand nombre. Les formations que nous proposons aux exploitants et aux médiateurs, l'AFCA travaille à démocratiser le cinéma d'animation pour qu'il soit vu, découvert par le plus grand nombre. C'est pourquoi Jeanne et moi-même sommes particulièrement heureuses de modérer cette table ronde. Et moi, je suis particulièrement contente, évidemment, d'être dans cet endroit où j'ai travaillé, certains d'entre vous le savent, plus de 28 ans. Donc, c'est un symbole de faire ces assises ici. Et merci particulièrement à toutes les équipes du Forum des images qui nous ont vraiment aidés pour l'organisation de ces assises, plus que de raison. On sait que l'animation reste méconnue et peu considérée par une partie du public art et essai, réticent à voir des films d'animation, on en a parlé. Donc l'idée là est de partir du Festival de Cannes, au lieu de la cinéphilie et de la politique des auteurs-autrices, et on pourra se demander si les auteurs-autrices de cinéma d'animation font partie de cette fameuse politique des auteurs. Est-ce qu'on connaît leur nom, par exemple, parmi les professionnels du cinéma ? Pour arriver donc à la question de l'édition de livres de cinéma d'animation ou l'exposition de cinéma d'animation, jusqu'où on va pour démocratiser, faire connaître le cinéma d'animation pour le plus grand nombre. Donc, je ne vous présenterai pas le panel, mais je les remercie d'être avec nous. Donc, c'est un panel très varié, très intéressant. Et on va commencer par Julien Reich, délégué général à la quinzaine des cinéastes. Donc, après avoir travaillé dans la distribution chez Capricci, donc vous êtes devenu délégué général de la quinzaine des cinéastes en 2023, donc prestigieuse section parallèle du Festival de Cannes. Et pour commencer, j'avais envie de vous demander, comme on sort d'une table ronde autour de la distribution, est-ce que votre ancienne casquette de distributeur vous fait regarder les films qu'on vous propose à la quinzaine un peu différemment, en regardant notamment le potentiel commercial, c'est-à-dire la possibilité de sortie en salle, par exemple ? Donc bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être aux assises du cinéma d'animation parce que j'espère que ça ressortira un peu de mon discours. En tout cas, ça fait au moins 2 ans, 2 bonnes années que je travaille à créer des ponts comme ça avec cette industrie. Est-ce que quand on a été distributeur, est-ce que du coup non, bon alors, faut savoir que comme j'ai travaillé chez Capricci, qui est à la fois un producteur, distributeur et éditeur d'ailleurs, qui a aussi édité des ouvrages dirigés par Xavier Kawatopor. On est sur de la cinéphilie pure et dure, exigeante, et donc bon, déjà à l'époque la question de savoir si on allait faire des millions d'entrées n'était pas forcément la question principale. Sortie salle en tous les cas. Non, mais voilà, sortie salle. Mais alors, au moment de voir un film, par rapport à la diversité qui est la mission de la quinzaine, c'est-à-dire qu'on a une sélection non compétitive
ouverte au public, ce qui est rare à Cannes. Et qui est capable du coup, de présenter au même niveau, sans qu'il y ait de catégories, tout type de cinéma, que ce soit du court, du moyen, du long, du documentaire, de la prise de vue réelle, de l'animation, de l'expérimental, etc. J'ai un devoir, enfin en tout cas c'est celui que je me donne, de représenter le cinéma dans toute sa diversité, et donc notamment, alors on se laisse évidemment, on est à la recherche d'écritures cinématographiques les plus singulières, donc de mise en scène, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'appeler, au moins dans la prise de vue réelle. Je pense dans l'animation, on pourra en reparler, je ne sais pas si la notion est la plus adaptée. En tout cas, évidemment que c'est ça qui guide notre regard, et on essaye de chercher les cinéastes et les voix de demain, mais aussi quand même avec toujours à l'esprit que cet éventail de films, ce serait bien qu'elle s'adresse aussi à différents publics et au plus grand monde possible. Donc non, je ne sélectionne jamais un film sur son potentiel, en tout cas celui que je peux estimer, mais en revanche sur les catégories de films que je vais essayer de composer ensemble, je vais essayer de garder à l'idée qu'il faut refléter la diversité de la production. Donc évidemment, on se penche sur le Festival de Cannes parce qu'on connaît l'enjeu pour les films d'animation d'aller à Cannes. La filière a constaté souvent une difficulté à placer l'animation dans les grands festivals comme Cannes, alors qu'on sait qu'en termes de caisse de résonance publique et médiatique, c'est très important, notamment parce que les journalistes non spécialisés en animation et les exploitants présents en nombre voient le film, et donc ce qui concourt à amener le film vers le grand public. Ainsi, rien de tel qu'une sélection cannoise qui permet de sortir du ghetto, et je le mets entre guillemets, du jeune public. Donc, est-ce que pour vous, l'animation a sa place dans les sélections cannoises ? Vous allez parler au nom de la quinzaine, évidemment, et nous expliquer un petit peu comment le cinéma d'animation est perçu par le comité de sélection que vous avez constitué, sachant que vous avez affirmé dès votre arrivée une attention particulière portée à l'animation. Et effectivement, on a choisi aussi la quinzaine parce que vous êtes exemplaire dans les choix de films que vous avez pu faire. Alors, je ne sais pas si c'est une tradition, en tout cas, il y a une histoire de la quinzaine avec le cinéma d'animation. En tout cas, au moins, on le voit depuis le début des années 2000, il y a quand même une présence significative de l'animation à la quinzaine. Donc moi, je ne suis arrivé qu'en 2023, donc le travail a été évidemment entamé par mes prédécesseurs. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose qui est déjà noué et qui fait que l'animation a toute sa place à la quinzaine. Je ne vais pas parler pour les autres sélections, simplement dire qu'on voit bien qu'à Cannes, de manière générale, il y a de plus en plus de place pour les films d'animation. Mais bon, je vais me concentrer sur la quinzaine des cinéastes. Donc, moi, comparé, on va dire, au cinéma de prise de vue réelle, quand je suis arrivé à la quinzaine, je n'avais pas beaucoup de culture de cinéma d'animation. À part, voilà, j'ai eu des coups de cœur de grands noms que je considérais être des cinéastes, des auteurs de la cinéphilie et qui sont des auteurs d'animation, mais je ne peux pas dire que j'entretenais ce regard comme une passion. Donc, je m'y suis mis et j'ai noté, notamment au cours de ma deuxième année, dans les papiers qui sont sortis pour commenter la sélection, que certains s'étonnaient que j'avais fait appel à un consultant en animation, Alex Dudoc de Witt, pour nous épauler sur la sélection de films d'animation, au prétexte qu'un film d'animation, c'est comme un film en prise de vue réelle. Il suffit d'avoir un regard de cinéphile pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon, si c'est intéressant ou pas. Alors, c'est sans doute un peu vrai, mais c'est comme tout, quand on n'a pas de culture ou pas une suffisamment grande culture d'un art, je pense qu'on peut passer à côté de certaines choses. Moi-même, je pense que si on mettait un film de Fassbinder ou de Pasolini à un public non averti, certains aimeraient et puis d'autres passeraient à côté. Donc je pense que c'est la même chose pour les cinémas d'animation, parce que pareil, l'unité est un peu ambiguë, comme dans la prise de vue réelle d'ailleurs. Et donc, il me semblait, moi, pertinent de faire appel à quelqu'un qui a cette culture-là,
qui en plus a une culture pas seulement d'animation, mais qui s'intéressait au cinéma au sens large, et avec qui du coup j'ai pu discuter, comme on reçoit très peu de films d'animation, parce que ça c'est aussi notre grande question, mais il y a très peu de films qui s'inscrivent, et donc on a pu discuter en détail de chacun des films qu'on a reçus, ce qui me permettait moi, en tant que délégué général, d'avoir un peu plus de recul et de distance sur comment approcher certains films qui peut-être moi avaient pu m'échapper ou au contraire sur lesquels j'ai pu m'emballer et que j'avais un autre son de cloche. Donc voilà, ensuite un film effectivement est discuté au sein du comité de sélection comme n'importe quel autre film. Il y a pas de, on ne fait pas de réunion spécifique pour dire bon alors cette semaine c'est animation. Non, tous les films sont vus de manière de la même façon. Mais voilà. Comme tout le monde n'a pas le même bagage, en tout cas, voilà, moi, il me semblait important d'avoir, d'essayer de dialectiser un petit peu notre regard sur les films avec quelqu'un qui en avait les capacités. Je vous invite à réagir les uns et les autres. Hein. On n'est pas obligé de faire à tour de rôle, évidemment. Moi, je me demandais du coup si les séances dédiées aux films d'animation à la quinzaine sont moins demandées ou si le public y va. Alors, moins demandé par les spectateurs, vous voulez dire ? Non. En tout cas, là, d'expérience, je me souviens que sur les projections de Hanzou Chat Fantôme, donc non seulement il y avait, elles étaient pleines, et en plus, on avait proposé, parce que ça, évidemment, après, ça dépend de la stratégie du producteur, du vendeur, du distributeur. On a la possibilité à la quinzaine de mobiliser des scolaires sur la région de Cannes pour éventuellement les faire venir sur certaines séances. Donc on avait dit, étant donné que le film peut s'adresser aussi à un public jeune, est-ce que vous souhaitez qu'on ramène des scolaires sur la séance ? Et du coup, effectivement, il y a eu plein d'enfants qui sont venus. Donc, en tout cas, contrairement au documentaire, par exemple, ça c'est assez flagrant à Cannes, le documentaire fait fuir les spectateurs à Cannes, parce que Cannes n'est pas, malheureusement, il y a des exceptions à tout, hein, mais en tout cas, Cannes est malheureusement pas assez considéré comme un lieu pour le documentaire. En revanche, mais encore une fois, je vais parler pour la quinzaine, je crois que voilà, les séances de films d'animation à la quinzaine ont toujours réussi à attirer du monde. Donc on reviendra sur Cannes à travers Perrine et la semaine de la critique et comment les journalistes présents à Cannes en parlent. Et peut-être au niveau de l'AFCAE, puisque avec les journées, vous sélectionnez régulièrement quand même un film d'animation qui... Alors c'est pas... On m'entend ? Ouais. Alors je ne vais pas pouvoir forcément trop parler de ce côté-là, parce que moi, je suis au groupe jeune public. C'est vrai qu'il y a une volonté quand même. Après, tout dépend, c'est un peu comme à la quinzaine, tout dépend de la sélection qu'on leur propose aussi. Et ça va, il n'y en a pas forcément à chaque fois. Enfin, j'ai échangé avec David Obadia sur ça, et il me disait ça dépend aussi de ce qu'on leur propose. Et après, il y a une sélection avec évidemment différents paramètres qui s'offrent à eux. Et il faut qu'il y ait un film dans chaque sélection. Enfin, il y a plein de paramètres qui sont... et forcément, ils ne peuvent pas tout choisir parce qu'il y a une dizaine de films qui sont choisis lors de ces rencontres-là. Donc cette année, il y a eu Marcel et Monsieur Pagnol. Il y a quelques années, c'était Linda Vue du Poulet. Donc il y a quand même une volonté d'avoir un film d'animation, mais ça dépend des années, ça dépend de l'offre, ça dépend de plein de choses, quoi. Du coup, je vais passer la parole à Jeanne sur le côté... comment les journalistes notamment... Comment les journalistes s'emparent du coup du sujet de cinéma d'animation, et justement la question de comment des journalistes il y a des journalistes spécialisés qui traitent très bien des films, très bien des sujets. Et c'est pour ça qu'on a proposé aussi à Perrine de venir parler avec nous, justement parce que vous intervenez, vous écrivez dans plusieurs types de médias, et aussi, mais peut-être pour faire d'abord la transition, vous participez au comité de sélection des longs métrages de la semaine de la critique. Et alors, on peut évidemment pas rentrer dans les secrets des délibérations, mais est-ce que justement dans les échanges déjà que vous pouvez avoir avec vos collègues critiques sur les films d'animation qui vous sont soumis, est-ce que vous sentez une différence de perception, de façon de voir les films et d'en discuter
dans ces délibérations, enfin ces échanges en tout cas. Merci. Je vais m'appuyer aussi un petit peu sur ce que vient de dire Julien, parce que y a plusieurs choses en fait. Déjà, par rapport à la semaine de la critique en elle-même, il y a aussi ce qui fait qu'on va choisir ou pas un film. On a 11 films en tout montrés, donc c'est la plus petite, c'est l'une des plus petites sélections cannoises, donc forcément ça. On n'en reçoit plus de 1000, on en sélectionne 11, ça réduit énormément le champ. Ça, c'est une chose, d'un côté. Pour la discussion avec les compagnons journalistes, et je me rappuie encore sur ce qu'a dit Julien, parce que vous avez parlé parfois de méconnaissance, ou de ne pas avoir le bagage nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi chez les journalistes, en fait. Il y a des journalistes très spécialisés. Il y a des journalistes qui vont être avoir plus une vision d'ensemble et aussi une appétence pour l'animation. Et puis il y en a, au contraire, qui n'ont pas du tout cette appétence et surtout une méconnaissance de l'animation. Et cette méconnaissance, soit parce que pas le bagage nécessaire, soit parce qu'ils n'ont pas eu, selon eux, parfois une formation aussi autour de ça, crée une sorte de petite frontière. Il y a une frontière qui se met en place. Soit par peur de ne pas être le bon juge, soit par peur de ne pas bien tout saisir, soit parfois par d'un seul coup, je ne connais pas, donc ça m'intéresse pas. Donc il y a vraiment ça qui va se mettre en place aussi chez les journalistes. Et à Cannes, quand il s'agit d'aller voir les projections cannoises, dans leur ensemble, j'entends, on va retrouver ça aussi. C'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu toujours les mêmes journalistes, je pense, en projection d'animation, même si ça a tendance à s'ouvrir, heureusement. Donc voilà, après, pour revenir à la sélection de la semaine, en revanche, les films d'animation, et on en a moins aussi, hein, on en reçoit moins, proportionnellement, on en reçoit beaucoup moins que même du documentaire, par exemple. On reçoit plus de documentaire que de l'animation dans ce qu'on reçoit qui est soumis. Et je ne sais plus du tout où j'allais avec ça, mais le fait est que c'est discuté exactement de la même manière. Il n'y a pas de réunion dédiée au documentaire, de réunion dédiée à l'animation ou à la fiction, à la prise de vue réelle, j'entends. Il n'y a pas ça. C'est vraiment, tous les films sont traités au même niveau, au même endroit. Donc en fait, le film d'animation est jugé exactement à l'aune des autres films. Donc c'est vraiment il n'y a pas de différence en tout cas de ce point de vue-là. Oui, cette année, il y a eu un geste fort qui était de mettre un film d'animation, hybride, expérimental, mais en clôture de la semaine de la critique. Et c'est aussi une façon de montrer l'importance de l'animation et de ces formes-là. C'était un choix tout à fait, de faire choisir Planète. J'ai l'impression qu'on trouvait qu'on était à notre endroit avec Planète aussi, c'est-à-dire au-delà du fait qu'on avait apprécié le film, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que ceux qu'on n'a pas pris, on les aime pas. C'est qu'encore une fois, il y a 11 places. Mais aussi, le but de la semaine de la critique, c'est aussi parfois de faire découvrir des formes, de faire découvrir des auteurs. Et s'il y a bien un film qui est vraiment aussi novateur, qui tente des choses, qui est dans une forme d'avant-garde, bon, quand même, Planète se pose là. Donc on était tout à fait à notre endroit au moment de mettre Planète, et on avait et moi j'étais très contente parce que j'aime particulièrement l'animation, mais c'est vrai qu'on n'avait sinon pas eu d'animation depuis J'ai perdu mon corps en 2019. Donc ça met du temps, c'est cyclique et c'est lié à beaucoup de contingences qui sont le nombre, la place et parfois qui est dans le comité. Ça, c'est sûr. Je complète juste par une information pour que ce soit plus compréhensible par vous. Donc nous, à la quinzaine, on reçoit environ un peu plus de 1600 longs métrages. Et cette année, on a reçu 22 films d'animation. Voilà. C'est juste pour donner un ordre d'idée. J'imagine que vous ne communiquez pas, parce que des pendant films la sélection, sont envoyés non. dans les différentes sections. Pendant la sélection, Oui, c'est ça. Non, je ne sais pas qui c'est. Hein, mais... Sur certains films, on se demande toujours, ils vont se retrouver où, et est-ce qu'il y a communication ou pas du tout. Non. La quinzaine a cette particularité à Cannes d'avoir toujours été... c'est un peu cette sélection intermédiaire, même géographiquement, entre l'officiel et la semaine. Historiquement, il y a un pont plus évident entre la semaine et l'officiel. La quinzaine est plus une sélection de francs-tireurs, on va dire, à Cannes. Bon. Et donc, comme c'est un lieu concurrentiel, c'est un festival où...
effectivement, on ne s'arrange pas autour des films. Et des fois, ce qui rend les choses très difficiles pour tout le monde, pour nous les premiers, mais pour les auteurs, les cinéastes, les producteurs et les distributeurs, etc. Mais donc non, ce n'est pas possible dans tous les cas de discuter entre sélectionneurs. Il n'y a pas de petits arrangements, chacun tente sa chance, vraiment. Et du coup, et on en a parlé toute la journée, cette question de la concurrence, elle est essentielle. Et donc il y a une question de la place, quelle place on accorde dans les différents médias, justement, à l'animation. Déjà, pour quels médias est-ce que vous travaillez et est-ce que vous voyez justement des différences entre, que ce soit la télévision, la radio, la presse papier, la presse en ligne, de cette place qu'on peut accorder, en tout cas que les rédactions sont prêtes à accorder au cinéma d'animation? C'est vrai que j'ai la chance aussi en tant que journaliste indépendante de travailler dans plusieurs types de presse, c'est-à-dire autant de la presse écrite que la télé ou la radio. Et je vois bien qu'il n'y a pas le même traitement un peu partout. Globalement, la presse papier traite quand même beaucoup plus l'animation que la télé ou la radio, sortie d'émissions qui seraient très spécifiques, et malheureusement souvent des émissions. Enfin, je veux dire, quand je dis malheureusement, c'est que s'il y a une émission où on va parler d'animation, la plupart du temps, je parle à la télévision, c'est que c'est souvent une émission enfant, donc où c'est vraiment du côté jeunesse. Dès qu'il s'agit des adultes, c'est vrai que ou de plus généraliste, là, ça devient d'un seul coup beaucoup plus compliqué. Juste pour revenir rapidement, derrière moi, il y avait il y avait la couverture de Télérama qui était donc de cet été, au moment de la sortie de Amélie et la métaphysique des tubes. Et c'était super, en fait. C'était vraiment génial que cette couve, elle existe, parce que c'était un film d'animation, un premier long métrage, un film français aussi. Enfin, il y avait plein d'éléments qui faisaient que c'était vraiment une très très chouette couve. Et assez... j'allais dire courageuse, faut pas mal le prendre, mais un peu courageuse en réalité, parce que déjà mettre du cinéma d'animation, on va le voir après, mais du cinéma d'animation en couve, on voit que c'est pas si souvent, mais un premier film, c'est pas souvent non plus. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que cette couve est assez quand même, c'est chouette, quoi. Mais Télérama a aussi un statut particulier. C'est-à-dire que Télérama, c'est un magazine qui est très installé, qui est très connu, qui n'attend pas forcément de vente en kiosque pour exister. Donc il a une sorte de liberté par rapport à ça. Mais après, de faire ça, encore une fois, alors que Télérama couvre et la télé, et le cinéma, et la radio, et l'ensemble et les livres, etc. Enfin, encore une fois, c'est vraiment une très bonne chose et un bon signal, clairement. Sur la deuxième slide que je vous ai ramenée, alors c'est pas exhaustif en termes de magazines de cinéma, il y en a plus que ça. Il a fallu faire des choix, mais c'est montré depuis 2015, donc depuis 10 ans, j'ai été chercher les couves d'animation ou qui touchent à l'animation sur quelques magazines. Et alors la couverture, je vais vous expliquer que ça veut dire des choses, mais ça veut aussi rien dire du tout. C'est-à-dire que ce que ça veut dire déjà, c'est qu'on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que là, c'est tout ce qu'il y a sur ces magazines-là. Donc il n'y en a pas beaucoup en soi. Et surtout, on voit aussi que c'est pas très diversifié. C'est-à-dire qu'en soi, ça va être L'île aux chiens, Wes Anderson, on va retrouver Pixar, on va retrouver des grosses majors ou des choses qui appartiennent à des franchises, comme Spider-Man, par exemple. Donc voilà, on voit que c'est assez limité. Il y a Positif qui, avec Fernando Trueba, là, parce que Positif a aussi un positionnement donc, particulier et une existence particulière. Donc voilà, mais sinon, on voit que c'est pas hyper diversifié. Et justement, là où ça ne veut rien dire, une couverture, c'est que la couverture, elle est liée à plein de choses. La presse, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose, et je ne suis pas venue là pour qu'on commence à nous plaindre, mais ce n'est pas la forme. Ce n'est pas génial. Et la presse spécialisée, encore moins. Donc forcément, il y a une question d'offre et de demande, il y a une question de marché. Donc pour attirer le chaland, d'une certaine manière, il faut aussi, en tout cas, aller vers ce qu'on suppose être, ce qui va être la désirabilité. Donc finalement, là on parle de l'animation, mais ça serait pareil. Une couverture avec un documentaire, il n'y en a quasiment pas. Une couverture avec un premier long métrage d'un cinéaste ou d'une cinéaste
peu identifiés, voire pas identifiés, il n'y en a pas. Donc c'est aussi, ça ne concerne pas que l'animation. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas juste passer à la comptabilité à ce niveau-là. Autre chose, ça dépend des magazines. Chacun de ces magazines, qui sont des magazines spécialisés ici, en cinéma j'entends, n'ont pas le même positionnement éditorial. Certains vont être plus généralistes, certains vont être plus tournés vers, je sais pas moi, du cinéma plutôt grand spectacle, il y en a qui vont être plus vers le cinéma d'auteur, il y en a qui ont des existences très différentes, évidemment, Positif a une existence plus longue que SoFilm ou que Cinématiseur, pareil pour les cahiers, donc enfin, au bout d'un moment, il y a cette notoriété fait aussi qu'on peut prendre plus ou moins de risques puisque le titre est déjà très très installé ou pas. Donc ça aussi, ça joue dans le choix des couvertures. Donc ça, voilà, faut pas se formaliser de ça, même si on aimerait tous qu'il y ait plus de couves d'anime, ça c'est sûr. Et encore une fois, la couverture ne dit rien non plus du contenu. C'est pas parce que y a pas la couverture n'est pas sur un film d'animation que dans le magazine, l'animation n'est pas traitée. Je prends l'exemple, par exemple, de Cinématiseur. Certes, je prêche pour ma paroisse, mais l'animation y est régulièrement traitée. Et c'est pareil pour Première, et c'est pareil pour La 7e Obsession, par exemple, qui n'est pas citée ici. Donc on a aussi ça. Et une dernière chose sur le contenu et les couvertures, on a beaucoup parlé dans les autres tables rondes de l'exhaustivité et de l'offre qu'il y a au cinéma. Elle est pléthorique. Alors, je ne suis pas en train de me cacher derrière c'est pléthorique, donc c'est difficile, mais il faut faire des choix. Et aussi de plus en plus de magazines, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est difficile, que certains magazines, pour ne pas fermer leurs portes complètement, vont changer leur périodicité. Donc vont passer du mensuel au bimestriel. Ou, voilà. D'un seul coup, on couvre une plus grande période, donc encore plus de films, parfois avec moins de pages. Mathématiquement, il y a des choses qui s'en vont. Donc, il y a et c'est malheureusement régulièrement certains films qui vont trinquer plus que d'autres. Évidemment, ça ne va pas être les gros blockbusters, rarement. Sauf si, encore une fois, on est positif ou les cahiers. Donc, ça, il faut. C'est pas la presse, c'est les presses, en fait. C'est plus compliqué que ça. Et encore une fois, on a dit, il y a télé et radio, où là, c'est encore un autre problème, on pourra l'aborder à un autre moment si vous voulez, mais sinon je monopolise la parole. Il y a d'autres gens. Mais c'est vrai que l'enjeu canois, il est aussi là de mettre l'animation dans l'IB. Je crois que La jeune fille sans main, au moment de son passage à l'Acide, avait eu une double page dans l'IB, ce qui nous paraissait totalement inédit, quoi. Voilà, Mais Cannes peut beaucoup aider aussi à la notoriété. Et on a vu quand même... il y a eu un effet aussi avec, mine de rien, avec Flo l'an dernier. Il y a eu un effet, tout à l'heure Colline parlait de miracle, de remiracle ou quelque chose comme ça. Pour la presse aussi, ça l'était, enfin, pour tout le monde, il y a eu une sorte de convergence. Et je pense que ça a lancé un mouvement qui fait que cette année, il y avait au moins un film d'animation par sélection cannoise. Je crois que c'est un truc qui n'était pas vu depuis un petit moment quand même. Donc il y a, mais c'est vrai que d'avoir la présence cannoise va inciter potentiellement, va donner plus de visibilité parce que ça reste le festival où et je parle en termes de presse française, où la presse française se rend le plus. Donc c'est QFD. Et les exploitants. Oui, et du coup, peut-être on va enchaîner, et puis en effet, on pourrait y revenir après, sur la question de comment est-ce que cette visibilité-là, que ce soit la présence en festival, la presse, se manifeste ensuite dans les salles. Comment est-ce qu'on réussit à transformer l'essai d'une certaine manière, parce qu'on a des films, et on l'a vu là sur Amélie, du coup qui fait une bonne transition, c'est-à-dire qu'on a un film qui est tout public, qui marche pour du jeune public, pour des adultes, qui fait une très belle couverture de Télérama, qui est prescripteur pour quand même une grande partie, en tout cas du public art et essai des salles. Et justement, la question, elle est, comment ensuite les salles, elles s'emparent de ces films-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé à l'AFCAE, donc de manière générale, de nous rejoindre sur cette table ronde, et donc qui est représentée par Solène Berger, qui est co-responsable du groupe Jeune Public, parce qu'on a beaucoup parlé des difficultés à amener le public ado-adulte en salle, mais en fait, amener le public en salle, il commence aussi par les plus jeunes. Et du coup, peut-être, pour commencer, dire comment est-ce que l'AFCAE, comment elle se positionne justement au moment de la sortie des films
pour accompagner et les salles et les films, parce que c'est vraiment un trait d'union entre les deux. Peut-être nous dire quelques mots de vos actions là-dessus. Ouais. Je vais pouvoir parler du groupe Jeune Public et puis faire un lien avec Amélie et la métaphysique des tubes qu'on a soutenu cette année et après qu'on a accompagné. Donc, juste pour resituer, l'AFCAE qui fête ses 70 ans cette année d'ailleurs. Et donc il y a plusieurs groupes de soutien de films. Donc, je fais partie du groupe qui soutient les films jeunes publics. Donc il y a à peu près une vingtaine d'exploitants de toute la France. On se réunit tous les mois à Paris, mais je représente un circuit de cinéma itinérant en Indre-et-Loire. Et donc on se réunit tous les mois. On a des propositions des distributeurs. Ça va alors principalement des films d'animation, mais ça nous arrive d'avoir aussi des films en prise de vue réelle. Enfin, ce qu'on nous propose en tout cas. Et on les voit avec nos prismes aussi de savoir si ça va éventuellement marcher en salle, mais aussi si le film il est bon tout simplement en fait. Savoir s'il a un intérêt artistique, singulier, est-ce qu'on a vu ça avant ou pas, est-ce qu'il a un intérêt aussi à être programmé. Enfin, on a un œil aussi d'adulte aussi en le voyant. Donc là, cette année, par exemple, pour parler d'Amélie et la métaphysique des tubes, on l'a vu dès le mois d'avril. Début avril, et ça a été, c'est assez rare, il y a eu 3 films cette année comme ça, à l'unanimité, enfin tout le monde était d'accord pour soutenir le film. Alors des fois il y a des débats, on n'est pas tous d'accord, c'est ça qui est... Parce que dans le groupe, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois, on est assez représentatif de toutes les exploitations RSC françaises, c'est-à-dire il y a des gens qui sont aussi bien dans des grandes villes que, je représente le milieu rural. Enfin, on a de la chance en France aussi d'avoir un panel de salles très très large et de toucher un public très très large au final. Donc c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure, les distributeurs, de savoir comment on positionne un film. On ne positionne pas un film de la même manière dans une ville qu'à la campagne. Parce que quand on a une commune où il y a 2000 habitants, forcément, on ne fait pas des séances tous les jours parce qu'on n'a pas le public pour ça. Donc, par contre, on va le travailler, le film, d'une manière à faire que le public il sera là sur la séance en question. Donc, sur Amélie, pour y revenir, donc on soutient le film dès le mois d'avril. On l'accompagne par un petit document qui s'appelle Ma petite cinémathèque. Quand on soutient un film, en tout cas à l'AFCAE, au groupe Jeune Public, on édite un petit document, pas à chaque fois, mais sur ce film-là, on l'a fait. Ensuite, on soutient par un mot de l'exploitant. Chaque film, il y a un petit texte aussi pour que l'exploitant aussi puisse s'emparer de ce petit texte pour communiquer aussi à ses spectateurs. Et puis, c'est aussi donner l'envie aux salles adhérentes à l'AFCAE de programmer le film. Il y a 1250 adhérents à l'AFCAE, donc forcément, quand on soutient un film, il y a tout l'enchaînement, c'est d'ailleurs l'envoi du newsletter pour dire qu'on a soutenu le film. Donc forcément, ça a une aura quand il y a 1250 salles adhérentes. Et on est, ce qu'on va dire, prescripteur d'une certaine manière. On va inciter les salles à programmer d'une certaine manière le film. Donc là, c'est Amélie. Donc il y a eu une grosse exposition aussi sur le film dans la presse, à Cannes aussi par la suite. Donc ça a aidé aussi à médiatiser le film et à le programmer aussi pour les salles. Mais l'année dernière, on a aussi soutenu le compte des comptes. Donc c'est aussi un autre travail. On incite aussi les salles à le programmer, mais c'est pas la même manière de travailler le film. Il y a moins de salles qui vont peut-être le programmer. Il y a plus de risques, en tout cas pour une salle. Ça dépend de la typologie de la salle. C'est encore une fois, c'est plus simple de programmer ça. Je parle de ce que je connais donc au studio à Tours que dans une ville, dans une toute petite commune en milieu rural. Mais quand on discute avec les distributeurs, ils en sont certains, en tout cas, en sont conscients de ça. Et cette année, pour prolonger notre travail aussi avec les distributeurs. Donc tous les ans, pour ceux qui ne le savent pas, on fait des rencontres nationales à RSC Jeune Public. Elles ont eu lieu il y a 3 semaines à Saint-Étienne. Et cette année, on a décidé c'est les distributeurs qui sont venus vers nous, enfin quelques distributeurs de films jeunes publics. Il y avait les films du Préau, GBK, KMBO. Et j'en oublie un. Cinéma Public Film. Cinéma Public Film. Et il y avait Haut-Écourt aussi dans les discussions au tout début, mais après ils n'ont pas pu venir à l'atelier. Mais on a à chaque fois des temps d'atelier à ces rencontres. Il y en avait 7 cette année, dont un
dédié au métier, aux discussions distributeurs-exploitants. Parce qu'on s'est rendu compte, il y a beaucoup de jeunes professionnels qui viennent d'arriver dans le métier, qui ne savent pas comment ça... C'était très intéressant tout à l'heure de resituer qu'est-ce qu'un distributeur, parce qu'on s'est aperçu de ça, il y a plein de médiateurs, des gens qui viennent d'arriver vraiment dans le métier, qui ne savent pas ce que c'est le métier de distribution. Donc on voulait resituer ça, et les distributeurs voulaient avoir aussi un échange avec les exploitants. Ils nous disaient, on n'arrive pas à savoir ce que vous voulez en termes d'accompagnement, en termes d'outils. Donc on s'est dit, on va faire un atelier autour de cette relation-là qui peut être complexe. Et c'est un atelier qui a été beaucoup fréquenté et qui a plu. Donc on se dit, on touche quelque chose qui était intéressant et qui peut-être sera renouvelé dans le futur. Et à la fois les exploitants qui étaient là aussi, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges à cet atelier. Ils ont montré des cas pratiques de films qui sont sortis ces dernières années, de montrer que c'était compliqué de sortir un film. Tout ce qui s'est dit tout au long de la journée, ça a été dit aux jeunes, aux gens qui étaient dans la salle. Et donc ça, c'est important pour nous de former aussi ces jeunes gens, et pas que d'ailleurs, parce que là je parle de jeunes professionnels, mais on voit qu'il y a quand même une pédagogie à faire aussi auprès d'exploitants qui sont là depuis longtemps et qui ne savent pas comment accompagner un film d'animation. On le voit des fois dans les assos territoriales où on projette des films en prévisionnement, on appelle ça tous les mois, on projette des films en avant-première. Et il y a des gens, on parlait tout à l'heure qui disent des dessins animés, oui, mais nous on se bat aussi pour que ce terme-là il ne soit plus dit et qu'on parle vraiment de films d'animation. Et il y a beaucoup d'exploitants, notamment qui viennent, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, et il y a toute une génération, on se bat pour ça aussi. Donc cette idée de dire il y a plein d'exploitants qui parlent de dessins animés, en fait c'est faux. Dans les faits, ça peut exister, mais c'est pas moi je pense que c'est pas la généralité. Et en tout cas pas dans les salles à réessai. On parle vraiment de films d'animation, comme on parlerait d'un film en prise de vue réelle. En fait, on segmente pas. On parle juste d'un film et de pas cataloguer en fait. Ouais. Oui, mais c'est justement c'était ce que vous disiez, c'était sur le fait qu'il y a tellement de diversité de salles qu'en effet, tous ne sont pas formés à l'animation. Et c'est c'est le but de ces rencontres, notamment jeunes publics, mais où justement, ça fait quelques années où vous faites des démonstrations, notamment de réalisateurs qui viennent faire, ou réalisatrices qui viennent faire de techniques. Où je sais que l'année dernière, il y avait aussi comment accompagner les films qui sont faits dans des techniques... Des techniques singulières, oui. Voilà. En plus, l'année dernière, on avait la chance, la marraine, c'était Florence Miaille, donc c'était un moment assez génial. Elle nous a fait une démonstration de films d'animation, mais en sable animé. Donc c'était, pour ceux qui étaient à Sarlat l'année dernière, c'était un moment assez magique. Oui, on la voyait au travail, en train de faire son film d'animation. Et on avait la chance aussi d'avoir la projection d'une guitare à la mer, et notamment la présence de Pierre-Luc Grangeon, qui a fait un film en écran d'épingle. Et il y avait le CNC qui est venu avec son écran d'épingle et nous faire une démonstration aussi. Pierre-Luc Grangeon a fait aussi une démonstration de film en écran d'épingle et une conférence sur ce qu'est l'écran d'épingle. Et il y a plein, encore une fois, de jeunes qui viennent d'arriver, et même il y en avait plein qui ne savaient pas ce que c'était. Et je crois que c'est aussi notre rôle de démocratiser toutes les techniques de cinéma, qu'elles soient singulières, parce que ça va du stop motion à l'écran d'épingle. On brasse beaucoup de techniques différentes. Et cette année, il y a Antoine Lanciot qui est venu faire une démonstration en papier découpé. Et on se dit que c'est quelque chose qu'on va encore refaire. Ça plaît et les gens sont intrigués et ils veulent après peut-être montrer à leurs spectateurs dans leur salle comment sont faits les films. Et il y a une appétence des spectateurs aussi pour découvrir les coulisses du cinéma d'animation, que ce soit les enfants, mais aussi les parents, les grands-parents. Donc on crée des passerelles, des ponts, et c'est vraiment génial, quoi. Ça fonctionne dans les salles. J'ai envie de réagir du coup à cette question d'expliquer le cinéma d'animation par les techniques, évidemment. Et j'ai envie de me tourner vers vous deux. Est-ce qu'on a besoin de comprendre comment c'est fabriqué, de passer par la technique pour
parler d'un film d'animation. Est-ce qu'on arrive à parler d'un film d'animation en termes de mise en scène, mouvement de caméra, acting, etc. Parce que Bon, allez, j'y vais. Alors, deux choses. Moi, je pense que oui, on peut en parler complètement en parlant de mise en scène, en parlant un film d'animation à tout autant des travelling, des gros plans, je sais rien, mettez le vocabulaire de la mise en scène, vous pouvez la poser totalement au cinéma d'animation. En tout cas, moi, j'y vois pas de problème. Je sais que, par contre, c'est pas évident pour tout le monde. Pour d'autres, non. Il y a comme cette technique, notamment. Comme ce n'est pas la prise de vue réelle, que ce n'est pas des décors, des acteurs, et pourtant dans la prise de vue réelle, on va retrouver des effets spéciaux aussi, où là on n'est plus tout à fait dans le réel. Je parlais de frontière, mais cette frontière est là encore avec la technique, et donc pour parler d'anime, on ne parle que par la technique. C'est de la stop motion, c'est de la 3D, c'est de la 2D, c'est de la roto, c'est de l'écran d'épingle. Comme si ça limitait aussi même ce qu'on pourrait en ressentir, en fait. On parlait tout à l'heure d'âge, de gens qui disent dessin animé. Et souvent, c'est aussi une affaire d'âge. Pas en train de taper sur une partie de la population. Mais je remarque quand même que la plupart du temps, quand les gens disent dessin animé, ils ont un certain âge. Film d'animation, ça arrive après. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose je parle pour ma corporation, parfois de cette frontière, cet écran entre le journaliste et le film d'animation, qui est lié aussi parfois à une affaire d'âge, de génération, de rapport à l'animation avec la génération. Je pense que par exemple les générations plus jeunes, et notamment même celles qui arrivent en réalité, notamment grâce à l'essor très très fort de la Japanimation ou plein d'autres choses en fait, font qu'ils ont un rapport à l'animation beaucoup plus immédiat, beaucoup plus ils se posent moins la question de c'est pour moi ou c'est pas pour moi, c'est de mon âge, c'est pas de mon âge. La question se pose beaucoup moins que pour d'autres générations, et je m'inclus dedans, et plus vieux. Il y a ce rapport d'âge, ce rapport de regard, ce rapport parfois de formation ou de connaissance, ou de se dire ça n'est pas pour moi. Je pense que ça joue énormément dans cette histoire. Et oui, en effet, cette peur d'apposer le vocabulaire du live action sur l'animation, mais qu'on se retrouve aussi dans le documentaire, par ailleurs. Julien, est-ce que vous voulez compléter est-ce qu'il y a une nécessité à comprendre la technique pour finalement appréhender le film? Une nécessité, non, pas forcément. Après, je pense que ça peut être un plus, parce que c'est intéressant, en tout cas, des chefs opérateurs en prise de vue réelle ont conçu eux-mêmes leur caméra en fonction de besoins esthétiques. Je pense à Boviala, enfin je pourrais en citer d'autres. Donc, je veux dire, connaître, en tout cas, ça peut aider aussi parfois à comprendre un film, mais je ne dirais pas que c'est une nécessité. Ce qui rend pour moi difficile la question du jugement esthétique, du regard qu'on peut porter sur un film d'animation, quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais un novice, quand finalement j'ai décidé de me mettre à en programmer, c'est que justement sur cette question de mise en scène, je la prends avec des pincettes. Il y a un film d'animation que j'adore, qui fait partie de mes films préférés, qui est Perfect Blue de Satoshi Kon. Dans Perfect Blue, on voit très bien que le cinéaste a choisi de faire appel aux techniques de mise en scène de la prise de vue réelle. Le film est conçu quasiment comme un thriller de Brian De Palma. Il y a des champs contre champs, il y a des split screens, il y a une façon de dessiner le plan qui est comme s'il y avait une caméra dans une pièce qui filmait une scène. Donc il y a des auteurs qui font des choix de mise en scène qui en fait rappellent ou se calent sur ceux de la prise de vue réelle. Dans cet ordre-là, alors ce type de film, même si les films sont toujours plus hybrides qu'on ne peut pas les ranger dans une catégorie, mais j'ai envie de dire, pour un sélectionneur plus habitué à la prise de vue réelle, c'est très facile de lire un film comme ça. En revanche, et c'est ça la beauté de l'animation, c'est que le potentiel imaginaire de l'imagination, de la créativité dans un film d'animation est tel que toutes les grammaires cinématographiques qu'on peut connaître dans la prise de vue réelle peuvent être complètement renversées.
j'ai pas beaucoup de souvenirs de chant contre chant dans Flow, mais il y en a peut-être, je me dis peut-être une bêtise. Mais je veux dire, ce genre de... Je veux dire, la technique même de l'animation peut complètement inventer quelque chose qui n'existe pas avec la prise de vue réelle. Donc moi, et c'est sur ces objets-là en particulier que je porte une attention aussi très particulière, parce que je ne comparerai pas un film à un texte de littérature, mais quand même, la question de l'écriture est primordiale au cinéma. Elle est primordiale en animation. Je ne parle pas de scénario, je parle vraiment d'une écriture avec des images. Et apprendre à décortiquer les potentialités d'un film d'animation, je pense que oui, ça aide un sélectionneur. Justement, cette question, je trouve, elle est très intéressante parce que le travail qui est mené, notamment dans les salles RSC, c'est un travail donc, on a parlé de la formation des exploitants, mais il y a aussi le travail que vous menez dans les salles avec le plus jeune public, que ce soit dès le plus jeune âge jusqu'aux ados avec les dispositifs scolaires. Et justement, c'est comment... Beaucoup des films d'animation dont on parle font partie des dispositifs scolaires. On en a parlé, ils ont une deuxième vie, c'est comme ça qu'ils continuent d'évoluer. Mais quels sont les enjeux, du coup, pour les exploitants à cet endroit-là, c'est-à-dire avec les publics les plus jeunes? On parlait de prescription, donc c'est faire venir les parents en salle, mais aussi les enseignants. Comment on travaille justement à ces endroits-là pour attirer ces publics-là aussi? Effectivement, on se rend bien compte que, encore plus maintenant, avec la multiplication des plateformes, que la plupart des enfants, peut-être leur première séance de cinéma, elle vient par l'école, même si là, le début d'année, je pense que cette année, il y a une baisse générale des inscriptions et ça va être assez catastrophique là, malheureusement. Mais en tout cas, je parle des années, des 10 dernières années. On voit clairement qu'il y a des enfants, c'est par l'école qui viennent au cinéma. Et si après on fréquente les salles à RSC, c'est parce qu'on a été avec l'école. Et la plupart d'ailleurs de ceux après qui travaillent dans l'exploitation, c'est parce qu'ils ont découvert le cinéma d'animation ou autre, le cinéma grâce à l'école. Donc ça, c'est déjà un point. Et après, c'est des liens de confiance qu'on va opérer avec les partenaires en local. Donc avec effectivement avoir des liens avec les enseignants toute l'année, avec les structures de centres de loisirs hors temps scolaire, parce que nous à l'AFK, on travaille plutôt sur le hors temps scolaire. Le temps scolaire, c'est encore autre chose. Donc c'est créer des partenariats avec les bibliothèques, avec les centres de loisirs, avec tous les partenaires autour, parce que sinon, c'est pas juste en programmant un film comme ça qu'on va faire des entrées. Et après, il y a tout ce qu'on va... Donc il y a à la fois chercher des partenaires et à la fois après, avec les... Et ça dépend des moyens aussi humains qu'on a dans la salle, des animations autour du film pour essayer de l'enrichir, de ne pas juste mettre une séance parce que... en fait, on va éditorialiser en fait, dans les salles RSC la plupart du temps, en tout cas les films jeunes publics ou même des films d'animation adultes, on va l'éditorialiser, on va essayer de faire quelque chose autour, de ne pas juste passer le film pour passer le film. Donc pour les films jeunes publics, ça va pour les tout petits, d'une initiation, d'une lecture par exemple avant le film, en lien avec la bibliothèque. Ça va par juste un goûter. Alors, généralement, c'est ça l'animation la plus phare dans les salles, c'est la plus simple à mettre en place, c'est un goûter après la séance. Mais ça peut aller. La semaine dernière, dans une salle du circuit itinérant, ma chargée d'animation a fait un cinéphilo autour de Amélie et la métaphysique des tubes. Les enfants avaient plein de questions sur le film. J'ai eu des très bons retours, mais on a fait il y avait un centre de loisirs qui est venu à la séance parce que sur toutes les séances jeunes publics, ils viennent. Il y a un lien de confiance qu'on a noué depuis, mais ça prend du temps de nouer ce lien de confiance, d'expliquer aussi que ces films-là, qui n'ont pas forcément une visibilité pour eux, on a parlé de la presse, clairement, en fait, c'est former aussi les animateurs de ces centres de loisirs aussi, à montrer que c'est un cinéma. Oui, vous pouvez aller voir la grosse production. Il y a pas mal de cinémas à RSC qui sont aussi des cinémas généralistes. Parce qu'on passe aussi des films... des grosses productions aussi pour vivre aussi. Mais par contre, le film à RSC, on va essayer de le passer à un moment donné où il va être
vraiment mis en lumière plutôt que l'autre production. On a parlé tout à l'heure de Pas de patrouille. Pas de patrouille, il n'a pas besoin de nous pour exister. Et clairement, on n'a pas besoin de faire de communication pour que les gens y viennent. Par contre, sur le film RSC, on a besoin de faire plus de travail. Donc ça passe, comme je l'ai dit, par des partenariats et par des ateliers après le film. C'est pas toujours gain, voilà, des fois on est déçu, on travaille de la même manière quasiment tous les films, et puis des fois le public il n'est pas au rendez-vous, mais ça, surtout, voilà, la semaine dernière quand on fait 77 sur Amélie, on est content, ça montre voilà, qu'il faut encore du travail, mais il y a de l'espoir, quoi. Mais ça peut être compliqué, ça peut être frustrant en fait sur certaines séances. Mais il ne faut pas, moi je dis en tout cas à mes équipes, de ne pas se décourager. Et je pense que les salles RSC, elles sont aussi, c'est ça qui fait la force. Voilà, à Saint-Étienne aussi, il y a 3 semaines, cette force qu'on a aussi d'être dans un collectif, de se soutenir les uns les autres. Ok, on passe une période assez difficile. Il n'y a pas forcément des films porteurs, en tout cas voilà, il y a eu Flo l'année dernière qui a eu tout l'engouement qu'on lui connaît. Mais des fois, il peut y avoir des passes difficiles. Et c'est par le collectif qu'on réussira à surmonter tout ça. Enfin, en tout cas, j'en suis persuadée. Et grâce aux rencontres AFCAE, en tout cas, on a vu qu'il y avait un engouement pour discuter, pour essayer d'échanger les pratiques les uns les autres. Enfin, dans les territoires, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place pour essayer de reconquérir les publics. Enfin, on parle du jeune public, où là on essaye d'attirer aussi les parents, les grands-parents, les centres de loisirs, mais après les 15-25, c'est encore autre chose. Et il y a des groupes d'ambassadeurs, voilà, dans beaucoup de villes à travers les territoires. Et grâce aussi aux postes de médiateurs qu'il y a un peu partout dans les territoires, un peu disparates, mais il y a des postes. Et c'est grâce aussi aux moyens, encore une fois, humains, qu'on réussira à essayer d'attirer de nouveaux publics pour les films d'animation. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette volonté de réflexion collective que vous menez à l'AFCAE, donc notamment au sein de ces rencontres jeunes publics, qui touche pas forcément les autres groupes de travail. Enfin, notamment, j'ai regardé un petit peu, je sais que sur le groupe Jeunes Publics, vous soutenez donc, en effet essentiellement des films jeunes publics, même s'il y a aussi des films en prise de vue réelle. Je me suis amusée à compter les soutiens par le groupe Inédit, donc qui soutient plutôt des films adultes. Et c'est vrai qu'en 10 ans, il y a 14 films d'animation qui ont été soutenus par le groupe Inédit, dont 6 en co-soutien avec le groupe Jeune Public, justement. Donc ça pose aussi cette question du positionnement de films qui aussi peut-être parfois sont difficiles à placer. C'est-à-dire que en tant que salle, comment est-ce que quand un film est soutenu à la fois par le groupe Jeune Public et le groupe Inédit, est-ce qu'on se dit... Est-ce qu'il faut le mettre dans une case ou pas ? Enfin, il y a cette question de la case, je trouve aussi, de comment est-ce que nous, comment vous, en tant que salle, vous emparez des films qui sont sur la tranche, justement, dans cet entre-deux-là. Ouais, c'est compliqué. Enfin, ça dépend des salles, en fait. C'est marrant parce que là, j'ai vu le programme de la salle des studios à Tours et j'ai vu qu'Arco, il l'avait mis en programmation générale. Enfin, ils ne l'ont pas estampillé jeune public et je trouvais ça intriguant parce que le coup, Arco a été un film soutenu par le groupe et je pense pas qu'il ait été présenté en fait aux autres groupes. Par contre, il a été proposé qu'au groupe jeune public. Donc après, c'est comment la salle effectivement s'empare de ça, mais surtout après communique auprès de son public, parce qu'au final, le public, ça dépend à quelle heure aussi on va programmer le film. Donc, par exemple, Amélie et la métaphysique des tubes. Dans certaines de mes salles, donc en milieu rural, j'ai mis des séances le soir du film, mais aussi en après-midi. Et on l'a reproposé, là, on a un dispositif jeune public, on l'a reproposé au mois de septembre dans plein de salles de la région centre. Mais en mois de juillet, pour les séances à 20h30, on avait des familles, parce que c'était pendant les vacances. Et là, on a plutôt des centres de loisirs au mois de septembre. Donc ça dépend, encore une fois, comment le film va être travaillé par la salle, parce qu'on pourra mettre des séances à 20h30 d'un film d'animation, mais si on ne travaille pas... comme d'autres films aussi à RSC, au final, ça revient au même, on n'aura pas grand monde si on ne le travaille pas en profondeur. Des fois, ça peut être juste une présentation par des fois un bénévole aussi qui est animé par l'envie de promouvoir aussi ce film. Je sais qu'Amélie et la métaphysique des tubes, parce que j'avais vraiment envie de le défendre, je l'ai mis en couverture de notre programme, par exemple.
Parce que je savais que si je le mettais juste dans... On a un 4 pages, mais si je le mettais juste en intérieur, peut-être qu'il aurait eu moins de communication, en tout cas, qu'en couverture. Mais ça, c'est un choix éditorial aussi. C'est un choix du programmateur, de la programmatrice de la salle, de se dire, ce film-là, j'ai envie de le défendre. C'est un risque aussi, mais c'est un coup de cœur, donc on a envie de le défendre. Et ça aussi, dans le groupe AFCAE Jeune Public, ces films-là, comme Amélie, on le soutient à l'unanimité, on a vraiment envie de le défendre. Secret des Mésanges, c'est pareil. Arco, c'est pareil. C'est des films qui ont été soutenus. Il n'y a quasiment pas eu de discussion. En fait, on était tous unanimes à l'idée de dire que c'est des films qui sont importants parce qu'ils renouvellent aussi les récits, ils renouvellent les techniques d'animation. C'est des films qu'on n'a pas vus ces 10 dernières années. Comme Linda veut du poulet, quand on l'a vu aussi, c'est des films qui sont importants parce qu'on ne les a pas vus avant, en fait. Et pour l'imaginaire de l'enfant, l'imaginaire aussi, parce qu'en final, on est avec des yeux d'adulte, donc on redevient un peu enfant quand on voit ces films-là. Mais je trouve ça important de les défendre et de montrer que c'est possible. De montrer un autre type de cinéma, pas formaté. Et voilà, c'est notre métier, en tout cas, de défendre ces œuvres-là dans les cinémas et dans tous les territoires en France. Et il y a des spectateurs qui... on va reparler des publics scolaires, mais Linda veut du poulet, là, cette année, il est dans les dispositifs scolaires. Donc, on va pouvoir le proposer, en tout cas. Enfin, il est là, on va le passer incessamment sous peu. Donc, il y a des enfants ou peut-être qui l'ont vu, mais en tout cas, je pense qu'il y en a pas mal qui vont le découvrir à ce moment-là. Ça va peut-être les intriguer, en tout cas, et je suis ravie de pouvoir proposer ce film-là aussi dans les dispositifs scolaires, parce qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas été le voir avec leurs parents, leurs grands-parents, il y a 2 ans. Donc c'est le rôle aussi, après, des dispositifs de pouvoir faire ce pont-là aussi. Merci. On regarde la petite vidéo. Oui, on a une petite vidéo qui va nous permettre de faire la transition sur cette question de jeune public, pas jeune public, et comment les cinéastes, justement, ils voient la façon dont ils font leurs films. Donc si on peut envoyer la vidéo. Pour être très honnête, je fais pas exprès. En fait, je fais des films pour tous, pour tout le monde. Et d'abord pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis, pour mes collaborateurs. Et c'est ma façon de faire des films qui touchent le plus grand nombre. En réalité, j'essaie de faire des films tout public, c'est-à-dire qui s'adressent à la fois aux adultes et aux enfants. On a tous été des gamins et donc, quand on est grand, l'enfant qu'on a été, il est encore là. Je ne sais pas trop où, mais j'essaie en tout cas de faire que le spectateur le retrouve. J'ai jamais réussi à écrire un film pour adultes, je crois. Je suis même pas sûre un jour d'être capable de le faire, et je pense que vraiment je tends à écrire pour les enfants. Bien entendu, je fais attention à faire coexister plusieurs niveaux de lecture pour m'adresser au plus grand nombre, et notamment aux enfants, mais sans en faire un cœur de cible. J'essaie de faire le meilleur film possible, et le fait que ça soit pour tout le monde rend la chose plus intéressante aux enfants qui sentent qu'on les prend au sérieux. Alors peut-être parce que je me rends bien compte que mon enfance, elle a été vraiment décisive dans tout ce que je suis devenue après, en tant qu'adulte. Et peut-être que du coup, j'ai aussi envie de m'adresser aux enfants pour... peut-être pour les aider à grandir, je sais pas, c'est peut-être un peu prétentieux de penser ça. Et il faut se rappeler que les enfants, au bout de quelques années, ce sont des adultes, et il faut les préparer. Donc, vous aurez reconnu dans l'ordre Sophie Rose, Jacques-Rémy Girard, Pierre-Luc Grangeon, Michel Oslo. Voilà. Donc on trouvait cette vidéo que tu nous as confiée, Solène, très intéressante sur... elle a été réalisée dans le cadre des 70 ans de l'AFCAE, et on avait demandé à plusieurs cinéastes de dire leur rapport, en tout cas au cinéma, leur premier souvenir de cinéma. Donc vous avez coupé un petit peu, on a pris ce qui nous intéressait, parce qu'évidemment... Et c'était étonnant, quand on leur a posé cette question, ils ont tous répondu la même chose, et on trouvait ça super intéressant. Parce qu'on sait très bien que ces films-là qu'on voit enchantent aussi tous les publics, et notamment
Voilà, Linda veut du poulet. Je sais que moi, je l'avais programmé en avant-première surprise à FKE, donc pour le public adulte, art et essai, et que tout le monde était sorti avec des étoiles dans les yeux. Alors que voilà, c'était pas facile de prendre des séances du soir et de pousser le public. Enfin, voilà, la difficulté d'être exploitant, ça c'est clair. Je vais maintenant passer la parole à Xavier. Xavier, donc, vous avez dirigé l'action éducative au Forum des images, comme l'a rappelé Anne Coulon. Puis vous avez dirigé l'abbaye de Fontevraud, où vous avez fait rentrer le cinéma d'animation à travers une résidence d'artistes voilà, devenue fameuse, et aussi des expositions, et notamment une qui mêlait donc, Grimaud, Takahata et Miyazaki. Et donc, comment, par le livre, comme on en parlera, ou par les expositions, peut toucher aussi un public inattendu, voilà, qui arrive à l'abbaye de Fontevraud, qui découvre des films d'animation. J'ai envie de commencer dans la situation dans laquelle on est là, c'est-à-dire dans cette salle, en me disant, parce que je réfléchissais tout à l'heure, Anne Coulon disait qu'on avait commencé l'animation il y a 35 ans à Fontevraud, que 25 ans. Que 25 ans, mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Je voudrais commencer par ça. Je pense qu'il y a 25 ans, on n'aurait pas été aussi nombreux dans cette salle à se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui, à être à 18h06 encore plus ou moins alerte. J'en ai vu qui sommeillaient, je ne donnerai pas de nom, mais je comprends bien. Voilà. La journée est longue, oui. Voilà, donc ça a changé, et clairement, c'est le fait de tout un travail que nous faisons les uns et les autres, tous ceux qui sont dans la salle et tous les autres, depuis, pour certains longtemps, depuis, pour certains autres de façon plus récente, et tout ce chaînage qui a été expliqué autour de cette journée, je pense qu'il est super précieux. Il est super précieux, voilà. Et donc il y a un chemin qui a été parcouru, c'est très clair, qui fait qu'effectivement il y a de plus en plus de films passionnants qui existent, qui sont vus, qui rencontrent un public, etc., etc. Mais on est aussi là pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire pour que les endroits où on voit qu'il y a des blocages, les murs qu'on n'arrive pas à franchir, les plafonds de verre qu'on n'arrive pas à franchir, on les franchisse. Et alors, comme on parle de l'abbaye de Fontevraud, j'aime bien dire que je suis médiéviste de formation, et que mon maître à penser s'appelait Jacques Le Goff, et il pensait les choses dans la longue durée. Et je pense que nous avons à penser aussi dans la longue durée, à se dire, bon, ça fait que 25 ans que finalement l'industrie du long métrage d'animation en France existe. C'est très très court au regard de l'histoire multimillénaire qui est celle de l'art. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, et on a le temps, mais il faut surtout qu'on se donne le temps de le faire. Voilà. Et parce que pour moi, ce que j'ai envie d'apporter, là, simplement, en plus de tout ce qui s'est dit pendant cette journée passionnante, c'est le fait de dire le moteur pour moi depuis longtemps, avec un certain nombre de comparses qui sont dans la salle, c'est la question de la reconnaissance de l'animation en tant qu'art. Et ce que j'ai appris, chemin faisant, c'est que dans reconnaissance, il y a connaissance. Et j'entends beaucoup de choses en fait qui sont liées à ça, qui sont que on peut défendre un art qu'à partir du moment où on le connaît. Où on en a effectivement, alors moi je suis historien, donc je pense que l'histoire c'est important, mais que le point de vue esthétique aussi est important, mais que un art existe à partir du moment où il a conscience de lui-même, c'est-à-dire à partir du moment où il cultive son histoire, ses auteurs, son regard critique, où il y a une pensée qui s'exerce à partir de cet art, et je pense qu'on en a vraiment, alors on a progressé, mais on en a encore énormément besoin, et que c'est à cet endroit-là, je pense, qu'on peut effectivement faire en sorte que progressivement, c'est pourquoi on se bat les uns et les autres, puisse se transformer, c'est-à-dire effectivement amener un public de plus en plus nombreux à passer au-delà de l'inconnaissance, de manque de connaissances ou des a priori ou des réticences qu'il peut avoir pour finalement retrouver la spontanéité d'un enfant. À qui on montre n'importe quel film à partir du moment où il y a de quoi le nourrir, que ce soit de l'animation ou pas, il entre de plein pied. Voilà, on sait que la culture, que l'éducation forme et déforme aussi, et que c'est plus compliqué d'être spontané avec un petit peu de temps qu'autre chose. Donc on sait que le public d'animation, le public des enfants aime l'animation à partir du moment, comme il aime tout, à partir du moment où on lui montre quelque chose qui le nourrit.
qu'effectivement il y a un décrochage qui se produit à un moment et que c'est assez compliqué après de récupérer le public adulte, parce qu'entre-temps s'est construit une culture, notamment cinéphilique, et qu'elle a peut-être éloigné aussi, ou en tout cas créé une forme de prévention par rapport à l'animation. Donc tout ça pour dire que, bon, je vais revenir sur l'image qui est là. Oui, dans cet auditorium, il y a 24 ans, on recevait, Anne Coulon l'a rappelé, on recevait Miyazaki pour l'avant-première internationale du voyage de Chihiro. Je salue dans la salle Ilan Nguyen qui, moi, m'a appris tout ce que je sais sur l'animation japonaise. Donc, si on a pu agir, c'est parce que, voilà, il y avait avant nous, des personnes comme Ilan, il y en a d'autres dans la salle, qui ont pris ce temps de connaître et d'étudier en profondeur l'animation japonaise. Et toute notre marotte, c'est de dire, Miyazaki, c'est formidable, aujourd'hui, il y a une unanimité, ça a été un chemin qui n'a pas commencé il y a 25 ans, qui a commencé avant, et aujourd'hui, tout reste à faire. Tout reste à faire, c'est-à-dire que Miyazaki, ok, Takahata, ça commence à décanter assez bien. Je trouve que voilà, là, on va avoir une grande exposition à la Maison de la Culture du Japon qui va consacrer aussi davantage la stature de Takahata, mais tout reste à faire si on veut effectivement comprendre l'animation japonaise et en tirer effectivement des leçons à tout endroit. Alors, ce que j'ai essayé modestement de faire avec tous les gens qui sont dans la salle, il y en a plein, et puis les équipes, etc., à Fontevraud, eh bien, c'est continuer finalement dans cette trajectoire-là avec d'autres outils à un autre endroit. Moi, ce qui m'intéressait, on va repasser à celle d'avant. Bon, oui. Ce qui m'intéressait à l'abbaye de Fontevraud, c'est deux choses. C'est de sortir précisément du domaine du cinéma, de sortir du domaine de la cinéphilie pour être dans le domaine, on va dire, général de l'art, et puis en plus du patrimoine, de la notoriété, de la notabilité d'une certaine culture qui est celle du patrimoine. Et j'avais un double objectif. J'avais besoin de rajeunir le public de l'abbaye de Fontevraud parce que tendanciellement, c'est plutôt les personnes âgées qui vont voir les monuments historiques. J'ai rien contre les personnes âgées. Pour paraphraser Michel Oslo, j'en deviendrai bientôt une. Mais ça ne suffit pas pour faire vivre un monument. Et donc, attirer un jeune public, attirer un public sur une autre motivation que de venir admirer un cloître et les gisants magnifiques de Fontevraud, c'était important. Donc, pour moi, la création contemporaine, et notamment dans les registres, on va dire, plus populaires, m'intéressait. Voilà, faire venir le public du dessin animé, de l'animation à Fontevraud m'intéressait. Et puis ce qui m'intéressait, c'était aussi de nous intéresser, c'est aussi de faire le chemin inverse, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe quand je viens visiter l'abbaye de Fontevraud ? Il y a combien ? Il y a un peu moins de 20 ans, il y a 17 ans, ce n'était pas encore totalement une évidence, Miyazaki, Takahata, Grimaud. Je viens visiter l'abbaye de Fontevraud et je découvre une exposition de quasiment 1000 mètres carrés où on met en majesté l'art du dessin animé. Et non seulement on le met en majesté, mais on parle de la filiation. On parle d'une filiation qui est celle de Grimaud, Takahata, Miyazaki, c'est-à-dire qu'on essaye de créer, enfin de révéler un sens, de révéler comment un certain art s'est construit chez Takahata et chez Miyazaki dans des modalités différentes. Comment il s'origine du côté de Paul Grimaud et quelle vision, quelle pensée cela peut nous donner du dessin animé, pas simplement comme sous le mode de la distraction, mais sous le mode de la représentation d'un rapport au monde qui est certes celui du merveilleux, mais aussi celui du poétique et du politique. Voilà, et ça c'est pour moi extrêmement important, c'est-à-dire d'aller chercher le public du cinéma d'animation là où il n'est pas, là où il ne viendrait pas. Et un monument historique, ça peut servir lorsqu'on fait une exposition dans un grand lieu. C'est pour ça que c'est important que les dernières très grandes expositions, à mon avis, qui étaient faites sur un grand maître du cinéma d'animation français, je regarde Christophe, c'était 92, Paul Grimaud, au Palais de Tokyo, ça avait de la gueule, hein, excusez-moi. Après, il y a eu Norstein à la mairie de Paris. Bon, mais les exemples sont finalement rares d'endroits qui ne s'adressent pas à un public déjà conquis, mais qui vont effectivement mettre en exergue des grands maîtres de l'animation. Donc je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, et surtout d'aller là où le public, où les spécialistes ne sont pas. Les spécialistes y viennent, vous étiez plein à venir voir cette exposition, et c'est super, et c'est important, mais on va aussi chercher ceux qui ne sont pas spécialistes. Et puis pourquoi j'ai
citer cette photo, je vais essayer d'être... j'ai pris cette photo, je vais essayer d'être bref. C'est que sur cette photo, vous avez un moment de l'inauguration de cette exposition où il y a, en présence de Takahata, d'Isao Takahata, Jeanne Moreau. Eh bien, il n'y en a pas assez des Jeanne Moreau en France. Il n'y a pas assez de ces grandes statures du cinéma, de l'art, qui effectivement font ce voyage d'aller au-devant d'un grand maître de l'animation japonaise dont elle ne connaissait pas l'existence. Elle a dit pourquoi pas, je m'intéresse à l'animation, pourquoi pas aller le rencontrer. Envoyez-moi les DVD. On a envoyé les DVD à Jeanne Moreau, qui effectivement avait ce regard dont Julien parlait tout à l'heure. Ça n'a pas été très long pour elle de dire c'est un des plus grands cinéastes de notre temps. Je viens, si je peux aider si je peux être utile, je viens le saluer pour dire simplement participer au fait de dire vous êtes un grand cinéaste, on est très heureux que vous soyez là. Voilà, on n'en a pas assez et on ne crée pas suffisamment, me semble-t-il, d'occasions. Où on a eu une occasion ratée, je regarde Ilan avec Kiarostami Takahata qui n'a pas pu se faire parce qu'on a eu des barrages. Je ne citerai personne, mais il y a eu des barrages de cinéphiles qui nous ont dit Takahata, un réalisateur de dessin animé, Monsieur Kiarostami a autre chose à faire. Je pense que Kiarostami aurait absolument adoré. Mais à l'époque, ça n'a pas été rendu possible parce que effectivement, Takahata était considéré comme quantité négligeable parce que venant du dessin animé. Donc on a besoin de ces émissaires-là, on a besoin de ces personnes, on a besoin de nous de créer ces rencontres qui permettent effectivement de dire ce qu'on sait tous. C'est-à-dire que l'animation est un art, qui a des grands artistes, qui a une histoire. On a besoin de cultiver entre nous cette histoire, cette connaissance et de la faire passer. Donc je vais très vite sur la deuxième slide. Donc la deuxième slide, c'est effectivement la partie édition. Bon, ça c'était une pub pour Capricci. C'est pas moi qui ai voulu le faire. On rejoint. C'est Isabelle qui a voulu. J'aime pas trop faire l'autopromo, non, mais simplement, c'est pas l'autopromo parce que c'est un travail collectif. C'est un travail qu'on a fait il y a quelques années avec un certain nombre d'auteurs, dont certains sont aussi dans la salle, de se dire essayons de réfléchir ensemble à 100 films. Alors il en faudrait 300, 2000, etc. C'est pas les 100 meilleurs films, c'est 100 films parmi plein d'autres pour essayer de construire ensemble, de réfléchir ensemble à ce que c'est qu'une cinéphilie partagée de l'animation, et puis aussi aller justement chercher les cinéphiles qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui ont peur et qui se disent « Oh là là, 100 films, ça peut m'aider ». Ils ouvrent le bouquin et puis ils trouvent Roger Rabbit en se disant « Ah bah ça je connais, bon j'achète ». Et puis il y a derrière L'Enfant invisible d'André Lindon, que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. Pardon ? Pointu. Voilà, mais qu'il faut connaître parce que c'est un des chefs-d'œuvre de l'animation. Donc André Lindon, L'Enfant invisible. Voilà. Et donc c'est même chose, d'aller du connu au pas connu en essayant d'emmener le plus de monde possible derrière soi. Et puis je terminerai rapidement. Non, il n'y a plus de diapo derrière. Donc, voilà. Si. Par l'aventure que nous menons donc, ensemble, je salue Jacques Kermabon qui est le rédacteur en chef de Bling Blanc dans la salle et beaucoup de partenaires rédacteurs qui sont aussi dans la salle. Et j'espère de lecteurs, d'abonnés. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. C'est vraiment important pour la vie des revues indépendantes. On a créé Bling Blanc à plusieurs pourquoi. Eh bien parce que, je vois Christophe Jankovic dans la salle et je le salue parce qu'il a fait partie de cette réflexion-là. Lorsqu'on a créé la Nef Animation, on a réfléchi à plusieurs en se disant qu'est-ce qu'on peut faire justement pour développer cette idée de l'animation en tant qu'art. On s'est dit qu'un jour il faudrait une revue. Pourquoi ? Parce que, et je me souviens ce que tu avais dit Christophe, tu avais cité GIF-WIF et les revues spécialisées de la bande dessinée comme Phoenix et autres qui ont participé à travers un appareil critique à faire reconnaître la bande dessinée en tant qu'art. Donc on s'est dit il faut faire la même chose. Et puis pour reprendre sous forme de boutade, c'est aussi pour être sûr d'avoir un magazine, une publication dans laquelle il peut y avoir des couvertures sur l'animation sans que ça soit du mainstream ou du convenu. Voilà. Et donc, non pas qu'on fait le travail à la place de l'après généraliste, je pense que c'est deux choses différentes, mais c'est un lieu, cette revue qui nous a semblé importante pour cultiver ensemble, et je tiens vraiment beaucoup à ça, cultiver ensemble notre reconnaissance de l'animation en tant qu'art, et essayer de s'en faire aussi les passeurs auprès d'un cercle plus large. Merci Xavier. Donc l'idée c'était effectivement de questionner
à travers un livre comme Sans film, la cinéphilie et comment on enseigne l'histoire du cinéma et pourquoi le cinéma d'animation n'est pas dans cette histoire du cinéma ou peu, notamment dans les facs de cinéma, la cinémathèque, voilà. Et comment justement la littérature, les ouvrages peuvent remédier à ça. Et ce type d'ouvrage, pour moi, est essentiel, tout comme la revue Bling Blanc, qui est... Oui, je pense que c'est très important de prendre les choses à la racine, c'est-à-dire il faut faire en sorte que l'animation soit davantage enseignée, notamment à l'université. Alors les choses bougent, hein, les choses avancent, on a de plus en plus de chercheurs, de thèses, etc. Mais c'est pas... Parce que je voudrais vraiment attirer l'attention là-dessus, ça semble être... déconnecter les enjeux de court terme qui sont la vie du film dans la salle, mais si on ne travaille pas ça, on ne ferme pas la génération d'après et encore celle d'après. Et voilà, ce long terme est vraiment important. C'est-à-dire qu'on doit aussi se battre et on doit aussi faire en sorte qu'il y ait un lien dynamique entre ceux qui créent les films, ceux qui produisent les films, ceux qui les diffusent, ceux qui écrivent sur les films, ceux qui recherchent sur les films. Voilà. On sera riche quand on aura vraiment aussi fait ce lobbying à l'intérieur de l'université pour que quand on fait des études cinématographiques, on ne puisse pas en ressortir en ignorant qui est Juri Norstein. Parce qu'aujourd'hui, je prends Norstein pour blesser personne en France, il y en a plein de maîtres français, voilà, et de jeunes talents, mais voilà, on ne peut pas ignorer qui est Pasolini ou Fassbinder, que tu citais tout à l'heure, Julien. Aujourd'hui, on peut être un très bon cinéphile en ne connaissant même pas l'existence de Juri Norstein. J'abonde complètement parce que j'enseigne dans une école de cinéma et autant ils ont des cours par exemple sur le documentaire, mais ils n'ont pas de cours sur l'animation. L'animation, même dans l'histoire du cinéma, dans leur cours d'histoire du cinéma, est très très peu évoquée. Et c'est le cas de l'école où je suis, mais dans plein d'autres écoles de cinéma. Et je pense que ça contribue énormément à cette distance qui se crée avec l'âge, notamment en vieillissant, parce qu'enfant, bah voilà, il y a l'idée que les enfants regardent des dessins animés. Qu'après, d'un seul coup, il y a une distance qui se crée. Et je pense que justement, si on l'enseigne, si on le montre, si on en parle, et si on en parle évidemment à égalité avec le reste de l'histoire du cinéma, ben, ça contribue à sa notoriété, au fait de le transmettre, et donc d'aller le voir en fait. Et tout ça va se nourrir. Et là, je pense que c'est un des freins, c'est pas le seul évidemment, mais c'est un des freins parfois à l'animation, je pense, adulte, jeune adulte. Notamment une revue comme Bling Blanc qui est très précieuse, je pense, pour les exploitants. Oui, depuis plusieurs années, vous venez aux rencontres avec les jeunes publics et encore une fois, cette année, je sais qu'il y a eu plein de ventes du nouveau numéro là-bas. En fait, on ne regarde même plus le sommaire, on l'achète juste parce qu'on sait que ça va être intéressant, en fait, peu importe les interviews qu'on va trouver dedans. C'est quelque chose d'assez précieux, en fait, parce que aussi, ce qui est important, je n'ai pas dit tout à l'heure, sur lequel on aimerait aussi encore plus travailler avec les cinéastes, c'est d'avoir des éléments en amont, mais bien, on fait des work in progress régulièrement aux rencontres pour avoir une vue aussi sur ce qui va être distribué l'année d'après ou voire 2-3 ans après, pour nourrir un intérêt aussi pour le film, le faire déjà exister. Mais on se disait comment le faire exister auprès des spectateurs déjà bien en amont de la sortie pour créer un intérêt et une envie pour le spectateur. Donc ça passe peut-être aussi par des expositions dans la salle de cinéma ou par une visite de studio, que ce soit des exploitants, mais ou une interview. Enfin, en tout cas, il y a des choses, je pense, à penser, d'où, encore une fois, l'idée de discussion avec les distributeurs pour voir, nous, ce qui pourrait nous intéresser en tant qu'exploitants, mais eux aussi, comment ils pourraient nous aider à faire encore plus vivre les films dans les salles. Enfin, c'est donnant-donnant, quoi. Merci. Donc, moi, j'avais envie aussi qu'on parle de l'exposition du cinéma d'animation, qui est un art, parce que je sens aussi qu'il y a une tendance à aller vers ces expositions et que c'est peut-être un moyen de toucher un public qui ensuite ira voir les films. Donc, et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Peggy, qui va nous ouvrir un futur. Voilà. Alors, Peggy, vous avez travaillé dans l'exploitation, en cinémathèque à Grenoble, en politique, conseillère culture et éducation au cabinet du maire de Grenoble, dans un célèbre musée du cinéma à Lyon. Voilà, et maintenant donc au pôle culture à Citia, et notamment en charge de la préfiguration de la Cité internationale du cinéma d'animation d'Annecy, où on va retrouver un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire comment on travaille les publics, depuis les tout petits, le grand public, les touristes,
comment on expose, comment on programme à l'année, comment on a un grand festival qui fait rayonner l'animation internationale. Donc est-ce que voilà, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez imaginé avec cette Cité internationale du cinéma d'animation qui fait d'Annecy la capitale mondiale à l'année du cinéma d'animation. Bonsoir à toutes et tous. Je voulais vous remercier parce qu'effectivement, dans 9 mois, va ouvrir la Cité internationale du cinéma d'animation. Et en fait, cette journée a été extrêmement riche puisqu'on est dans cette réflexion, on est dans le travail aussi sur la programmation et le lien avec le public. Et c'est vrai que toutes les réflexions qu'il y a eu aujourd'hui nous donne encore plus de grains à moudre. Il y a beaucoup de pistes sur lesquelles on a déjà travaillé, mais c'est passionnant de pouvoir vous entendre les uns et les autres à ce sujet. Dans ce qui a été évoqué aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas forcément toujours très optimistes. Pourtant, il me semble que, en tout cas moi, le discours que j'aimerais vous porter, c'est celui un peu du futur. C'est un peu étonnant de vous parler des publics, de ce qu'on va proposer, puisqu'on est en construction aujourd'hui. Donc en fait, ce sont des choses qui vont arriver, qu'on est en train de penser. Alors, bien sûr qu'on a expérimenté de différentes façons, mais le lieu que je vais vous présenter là, vous allez voir, c'est vraiment un chantier en réflexion encore aujourd'hui. Pour autant, pour être positive et commencer par des éléments positifs, la Cité internationale du cinéma d'animation, en termes d'investissement, c'est 26 millions d'euros. Et dans le contexte actuel dans lequel on est, avoir des politiques publiques, la ville d'Annecy, le département de la Haute-Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État qui nous accompagnent donc sur cet investissement et qui nous accompagnent aussi pour le fonctionnement, avec un soutien aussi déterminant du CNC pour le fonctionnement futur de la Cité. Ça dit quand même quelque chose sur le cinéma d'animation et les perspectives qui s'ouvrent et donc sur ces espaces d'exposition qui sont à venir. Alors si on passe sur la slide suivante, parce que bon voilà, l'idée c'est on va vous faire un peu visiter quand même. Je sais que vous connaissez bien Annecy, vous avez aussi visité le Haras, le lieu où va se trouver la Cité. Mais voilà, on va regarder tout ça ensemble. Bien évidemment, la Cité internationale du cinéma d'animation, c'est un projet qui nourrit de l'histoire d'Annecy. Isabelle le disait, capitale mondiale du cinéma d'animation. Depuis 1960, le festival a pour vocation de donner une photographie biennale puis annuelle du cinéma d'animation, un état à chaque fois de ce qui s'y passe, avec la volonté de montrer l'animation dans toute sa diversité, à la fois les programmes off-limits comme les avant-premières mondiales de grands studios. La Cité, en fait, elle se nourrit de ce même ADN. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé en fait, de ce parallèle entre le cinéma d'animation et finalement le cinéma art et essai plus généralement. Et de fait, et pour rebondir aussi sur ce qu'a pu dire Marc de Pontavis, on va avoir une vision qui, bien évidemment, intègre le cinéma d'animation comme dans cette relation à l'art et essai, mais aussi avec une vision très populaire et grand public. Et donc, ce qu'on fait au festival, cet ADN-là, il est vraiment, vraiment important. Donc effectivement, un projet qui mêle à la fois du patrimoine et de l'innovation, ça je vais en reparler dans un instant, et un projet de territoire, c'est à Annecy, et effectivement, ça rayonne au niveau mondial. On va changer de... Juste sur cette slide-là, ce qui me semblait important à dire, et je rebondis sur ce qu'a dit Xavier, c'est aussi comment on positionne le cinéma d'animation comme art. Et le fait qu'on se trouve dans un lieu patrimonial, donc qui est inscrit au monument historique, qui a une vraie histoire aussi dans l'histoire, dans Annecy, qui est un lieu assez beau, assez élégant. C'était aussi une façon de pouvoir positionner le cinéma d'animation dans ce mouvement artistique, culturel. Et pour nous, c'est extrêmement important. Je ne vous l'ai pas mis ici, mais en termes de storytelling, bien évidemment, pour des bâtiments qui ont été construits dans les années 1880, et qui abritaient des chevaux, vous risquez, après le lapin, de voir souvent des chevaux, mi-bridge, marés, qui sont évoqués dans la communication d'Annecy. Si on regarde les publics, donc sur la slide suivante, encore la suivante, auquel on va s'adresser. Là, vous voyez la place Fontaine qui, d'ailleurs, est finie, a été mise en test la semaine dernière et
Je vous promets, c'est assez merveilleux, il va falloir venir voir sur place. Mais je vous ai fait un petit listing juste après de tous les publics auxquels on s'adresse. Et là, vous allez me dire, bon, à peu près tout le monde. Ce n'est pas faux. Puisqu'effectivement, notre dynamique, où à la fois on est très incarné au niveau local et qu'on a vraiment cette ambition de toucher le grand public local, voilà, pour qui Annecy, capitale mondiale du cinéma d'animation, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, aussi étonnant que ce soit. Et qu'en même temps, on a ce rayonnement mondial, eh bien, on a ce travail à faire avec la future cité de dialogue permanent entre l'humilité des programmations au quotidien dans la salle de cinéma, où notre belle salle de 332 places, eh bien, sans doute que pour des programmations de films frais de novembre, sans conférence ou autre, ben, voilà, on ira aussi chercher ce public dans le travail que tu évoquais, de tissage, de maillage territorial avec les publics, les associations, etc. Donc tout ce travail, on va le faire, et de la même façon qu'on a aussi ce rayonnement international, et que notre programmation, elle a aussi vocation à donner ses lettres de noblesse au cinéma d'animation. Tu parlais de mise en majesté, j'aime beaucoup, c'est très beau, et effectivement, c'est cette idée de vraiment montrer le cinéma d'animation comme art. Je parle de cinéma, on pourrait parler d'audiovisuel ou d'animation tout court, mais en tout cas, vraiment de le présenter comme art. Une précision, vous voyez sur la question des publics distants, c'est aussi quelque chose d'important, et ça amorce une idée qui me semble importante à partager avec vous tous et toutes. L'idée d'aller aussi chercher des publics qui ne vont pas forcément se déplacer jusqu'à nous, parce qu'effectivement, ils ne le peuvent pas, ou ils n'ont pas envie. Et donc, on a aussi tout ce travail qu'on est en train de développer pour aller à leur rencontre. Et puis, se dire aussi que c'est important pour nous d'imaginer que le public va être en action. Que le public n'est pas forcément, enfin les publics même, ce ne sont pas forcément des gens qui attendent, qui sont passifs, qui viennent dans la salle de cinéma, mais bien qu'on vient qu'ils ont un espace où ils sont dans l'interaction, où ils sont acteurs aussi. Acteurs de venir dans la salle de cinéma, acteurs de venir voir une exposition, acteurs de venir aussi participer à des ateliers, et donc de travailler, de pratiquer, de faire. Et donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Alors, petite visite dans Annecy, le lac est à 5 minutes. Vous pourrez, après visiter une exposition, aller vous baigner au lac. Tout va bien. Et donc, pour resituer par rapport à ce plan de la cité, donc une vision... pardon, j'ai parlé vite, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Une vision plus détaillée. Donc, vous voyez... Donc, au sein du Haras, propriété de la ville d'Annecy, dans laquelle va se trouver aussi une halle gourmande. Donc la convivialité, vous le savez, est chère à Annecy. On aime manger, et donc vous pourrez le faire dans la halle gourmande. Donc vont se trouver différentes propositions culturelles, plusieurs propositions culturelles extrêmement complémentaires. Vous le voyez ici. Tout en bas, si je commence en bas à droite, la résidence d'artistes, dont je vais vous parler dans un instant. Ensuite, la salle de cinéma, qui est propriété du département et qui va la mettre à disposition de Citia. Une salle de 332 places qui accueille également la galerie, qui va être un espace d'exposition éphémère. La grande exposition annuelle qui aura lieu dans le manège. Donc là, on a un espace de 650 mètres carrés. Un musée du cinéma d'animation, donc autour des collections du musée Château d'Annecy. Je salue dans la salle Yael Bennoun, la chargée des collections du musée Château. À l'étage, un espace d'éducation à l'image, des espaces d'accueil avec beaucoup de fluidité pour les différents publics, et puis un café boutique librairie. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est une grande complémentarité dans les propositions, dans la façon dont l'animation va être incarnée au quotidien, à la fois dans une programmation où on pourra voir, à la fois dans une programmation où on pourra découvrir, apprendre, vraiment se cultiver, des propositions aussi où on pourra rencontrer. Et en fait, on a un peu parlé d'éducation à l'image, mais finalement, ce qu'on retrouve dans les fondamentaux de la cité, c'est
un peu ce que sont les fondamentaux de l'éducation artistique et culturelle. Voir, faire, comprendre, rencontrer. Et de fait, c'est se dire aussi que l'éducation artistique et culturelle, elle ne concerne pas forcément juste le jeune public, mais tous les publics. Et donc d'avoir un espace comme celui-ci, avec des propositions très complémentaires, toujours centré autour du cinéma d'animation, c'est une façon en fait d'accompagner cette mise en lumière et ce dialogue qu'on espère permanent avec les publics. Et donc si on passe sur les différents espaces, donc voilà quelques-unes de ces possibilités, mais vraiment de positionner le public dans une posture d'action, vraiment, et pas juste de passivité. Si on regarde dans les slides suivantes, donc sur les propositions et voilà les différents espaces, vous pouvez voir toute la belle taille du manège, donc avec 650 mètres carrés. Je fais écho aussi à ce que tu disais, Xavier, sur la question de patrimoine. On est en train de travailler autour de la première grande exposition annuelle, dont on vous parlera début 2026. Et ce qui est très intéressant, c'est que de travailler en partenariat avec un studio qui a des archives, mais qui n'a pas forcément fait ce regard réflexif sur ses propres archives, nous amène en fait à faire patrimoine dans le travail même de constitution de l'exposition. Et donc, sur la façon dont on réfléchit, comment on présente au public tous les contenus dont ils disposent aujourd'hui, où ils sont plus habitués peut-être à des conventions, à des propositions marketing, à des artbooks par exemple, de se positionner avec un regard un peu différent, avec une perspective d'histoire de l'art, avec une perspective aussi de cinéma tout court et pas uniquement sur l'animation. Ça apporte en fait des réflexions assez passionnantes et effectivement sur comment on montre tous ces éléments et comment on expose ce cinéma. En tout cas, c'est assez passionnant. Vous nous direz en juin si c'est aussi passionnant à regarder. Si on regarde rapidement sur les autres espaces, donc le musée Château, alors je ne dévoile rien parce que Yael pourra le dire à d'autres occasions, mais quand même un bel espace de 450 mètres carrés avec des collections assez exceptionnelles en non-film, plus grande collection musée de France nationale, et donc des collections assez exceptionnelles que vous allez pouvoir redécouvrir ici. Un petit espace ensuite plus éphémère où on pourra proposer aussi à la fois des expositions ambitieuses d'un mois, 2 mois, des expositions internationales comme des expositions locales. Ce que vous voyez en fait, c'est qu'on va avoir une agilité dans la façon de présenter l'animation au public et que ça va nous donner aussi peut-être l'espace d'expérimenter. En tout cas, nous, on est aussi dans cette démarche de voir comment on peut faire différentes propositions, voir comment le public répond. Avec la galerie, par exemple, de se dire, on essaye 1 mois, 2 mois, peut-être qu'on peut essayer un peu plus, d'essayer différents formats, de croiser l'immersif avec l'exposition. En tout cas, ce sont les choses sur lesquelles on travaille. Après, bien évidemment, la salle de projection, donc comme je vous le disais, 332 places, notre salle très belle avec ces grandes baies vitrées qui permettent toujours de mettre en valeur ce très beau patrimoine dans lequel se trouve la cité. Là, j'ai mis quelques évocations de programmation. Dans l'absolu, bien évidemment que les conférences et le discours autour du cinéma d'animation est quelque chose qu'on aimerait partager avec le public. On imagine une université populaire du cinéma d'animation. Et pour le travail notamment sur la salle de cinéma, pour nous, le travail avec des ambassadeurs va être extrêmement important. C'est déjà quelque chose auquel on travaille, notamment avec un public enseignant, de faire en sorte, encore une fois, de rendre ce public actif et qu'il se sente chez lui, à sa place dans la cité. Et donc que le public soit aussi force de proposition, qu'il fasse remonter ses envies, ses questions, sa vision du cinéma d'animation. Et puis, quelque chose aussi qu'on va défendre, c'est la mixité des publics. Parce que, pour l'avoir fait dans des vies précédentes, imaginez une projection d'un film avec
à la fois des seniors venus d'un EHPAD et des élèves de maternelle. Je vous promets que les seniors se tiennent beaucoup mieux quand les élèves de maternelle sont dans la salle et que ça apporte des rencontres humaines aussi qui sont assez merveilleuses autour des films. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on va proposer. Après, j'ai parlé d'éducation à l'image, enfin d'éducation artistique et culturelle plus largement, mais effectivement on va avoir cet espace de 350 mètres carrés sur l'éducation à l'image, avec des espaces dédiés, banc-titre, travail sur le son, la pixelation par exemple. On a déjà commandé des écrans d'épingle, puisque c'est la technique de la journée, une table mash-up, des mâles à balbutioner, donc tous les outils d'éducation à l'image, bien évidemment. Et ce qui est important, même si vous avez des enfants sur cette photo, c'est que les propositions qu'on va faire ne s'adressent pas uniquement à des enfants, ne s'adressent pas uniquement à des publics scolaires, mais elles s'adressent à tout le monde. Elles s'adressent à des adultes, elles s'adressent... encore une fois, à des seniors et avec une diversité de durée des propositions qu'on espère nombreuses. Encore une fois, Annecy était la capitale mondiale du cinéma d'animation une semaine par an. Là, ce sera 362 jours par an. Donc, effectivement, on a la place de pouvoir faire toutes ces propositions. Et puis, au cœur de ce lieu pour les publics, il va y avoir un lieu pour les artistes. Donc ils seront dans une villa au cœur du parc, au cœur d'Annecy. C'est pas mal. Donc effectivement, avec une résidence qui existe déjà depuis 5 ans pour le développement graphique de long métrage d'animation. Michael Marin, le directeur général de Citia, l'a annoncé lors du dernier festival. Nous travaillons à une résidence dédiée aux femmes cinéastes pour le développement de longs métrages d'animation. Et puis on espère des partenariats, on espère trouver d'autres partenaires. N'hésitez pas à venir me voir après si vous avez des idées d'ailleurs à ce sujet. Ce qui est intéressant, et sans faire que les artistes soient toujours sollicités, et bien évidemment qu'il faut qu'ils aient des temps de travail et de concentration, mais le fait d'avoir des artistes qui vivent sur place, aussi près des publics, va permettre des rencontres et des dialogues, une façon aussi de montrer. Je vais aller encore plus vite. Une façon de montrer aussi les coulisses du cinéma d'animation de façon assez exceptionnelle. Dans les dernières slides que vous avez vues, vous aviez une perce sur les séances en plein air qu'on pourra imaginer, parce qu'encore une fois, la question du patrimoine dans lequel on se trouve et de l'environnement, de l'écrin dans lequel on est, sera exceptionnelle. Les séances en plein air, elles sont extrêmement intéressantes pour aller chercher les publics, justement, qui ne vont pas forcément se déplacer jusque dans les bâtiments qui sont juste à côté, on le sait, donc avec des programmations qui pourront aussi avoir lieu dans le parc et plutôt familiales idéalement. Et puis donc je vous ai mis une image du chantier puisque les choses avancent bien, qu'on ouvre en juin 26. Donc dans 9 mois, tout va bien, avec effectivement l'ouverture de la salle de cinéma, l'ouverture du musée du cinéma d'animation, de la première grande exposition, et puis voilà, d'un certain nombre de surprises. Donc, vous allez me dire, ce sont beaucoup de promesses, sans doute. En tout cas, on y travaille pour faire en sorte que ce lieu, qui, je l'espère, est déjà un peu votre maison une semaine par an, le soit aussi tout au long de l'année. Et puis, j'aurais dû en parler au démarrage, mais si je reviens au lien avec le festival, on va quand même se dire, en tout cas, on considère qu'on a le plus merveilleux public de festival au monde, avec une question de rituel, d'appropriation aussi de ce qu'on peut proposer en tant que festival et les festivaliers qui vont vraiment s'approprier tout ça. Et ben, de la même façon, on espère que ce qu'on va proposer dans le cadre de la Cité internationale du cinéma d'animation, le public va se l'approprier aussi. Mais ça, bon, on se donne rendez-vous dans 2-3 ans, histoire de voir comment ça a fonctionné. Merci Peggy. Donc vous avez eu des images un peu de ce qui nous attend, en espérant que ces expositions pourront évidemment tourner et rayonner dans d'autres endroits, puisque c'est aussi l'enjeu. Ça, on l'espère, en tout cas dans les contrats de coproduction. Donc, ça fait partie effectivement des choses qu'on a intégrées.
et avec un rayonnement international qu'on souhaite, en tout cas qu'on appelle de nos voeux. Donc on va devoir rendre l'antenne, comme on dit. Donc je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de prendre des questions. Je pense que Julien aurait bien voulu vous entendre, mais on a le cocktail. D'accord. Hein, parce que je pense que nos présidents attendent pour conclure. Donc je vous remercie toutes et tous. Beaucoup. Il y a beaucoup à dire, on pourrait continuer, mais on va donner la parole à nos présidents qui ont observé toute cette journée et qui vont la clôturer, la conclure. Donc merci. Merci.